Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans notre conférence de presse annuelle pour vous annoncer les résultats de fin d'année 2021. Cette conférence se tient encore sous format, j'ai envie de dire, distanciel. Et j'espère que c'est bien la dernière fois qu'on la tient sous ce format-là. Un petit mot d'introduction sur l'année 2021, comment elle s'est déroulée. Une année certes perturbée, mais dans laquelle le CIH a pu naviguer correctement, notamment, on va le voir, avec de bonnes performances commerciales, une très bonne couverture des risques, et enfin un résultat qui retrouve pratiquement son niveau de 2019, ce qui est une bonne chose, ce qui dénote bien entendu de la résilience de notre modèle et surtout de la transformation du modèle de CIH Bank en une banque totalement universelle qui adresse l'ensemble des marchés, que ce soit les marchés des particuliers, de l'entreprise ou autres. Donc une année 2021, comme vous aurez le temps, comme vous pourrez le constater, qui alhamdoulilah, se déroule, s'est très très bien déroulé. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Younes Zoubir qui va vous présenter les chiffres. Bien sûr, vous pourrez poser des questions au fur et à mesure, je dirais, de la présentation. Ces questions seront compilées et on fera à la fin de l'intervention de Younes un format questions-réponses. Voilà, comme d'habitude. Merci. À toi la parole, Younes. Donc, comme on a l'habitude de vous présenter les chiffres des résultats annuels, ça va se faire en 4 temps forts. Donc, on va commencer tout d'abord avec l'effet marquant de CIH Bank. Avant de passer en revue l'activité commerciale ainsi que les résultats consolidés au 31/12/2021, avant de finir avec les résultats sociaux au titre de l'année 2021. Donc, au titre de l'année 2021, quelques faits marquants. Bien évidemment, le groupe CIH Bank a continué sa contribution active dans le financement de l'économie à travers les produits d'Aman Relance et d'Aman Oxygène destinés à financer l'activité entreprise, à relancer l'activité d'entreprise, particulièrement les TPME, et aussi à travers le programme Ntelaqa visant l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. La banque a aussi lancé une nouvelle version de l'ouverture des comptes à distance selon un process entièrement digitalisé, sécurisé et conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La banque aussi a enrichi les offres et les fonctionnalités de CIH Mobile et CIH Net avec de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la consommation chez les clients. Le réseau de la banque a été étendu avec 6 nouvelles agences qui ont été ouvertes pour le porter à 313 agences à fin 2021, mais aussi avec la mise en exploitation de 63 automates de retrait de dépôt supplémentaires en tant que point de cash destiné à servir les clients. La banque aussi a ouvert une nouvelle direction régionale au niveau de Marrakech et ainsi qu'un nouveau site destiné à abriter toute la partie technologie, la partie Data Lab, la partie marketing au niveau de Casablanca. La banque aussi a renouvelé sa quadruple certification ISO 9001 version 2015 des activités monétiques, crédit immobilier, banque assurance et financement des entreprises. Enfin, la banque a procédé au rachat du fonds de titrisation FCPT Crédit Lot 4 et il a clos l'opération de cession Maroc Leasing de Maghreb Titrisation. Voilà ce qui concerne l'effet marquant de l'année. Donc, on vous propose de passer à passer en revue l'activité commerciale en commençant avec les dépôts consolidés qui se sont établis à fin 2021 à 63 milliards, à une progression de 17,2% par rapport à 2020. Avec cette progression a concerné beaucoup plus les dépôts à vue. La banque, CIH Bank, contribue à hauteur de 91%, mais aussi Omnia, pour lesquels les dépôts ont augmenté pour atteindre
3 milliards au lieu de 1,9 milliard une année auparavant. Donc, sur ce slide-là, on vous présente les variations, l'évolution de nos dépôts sur base individuelle, où les dépôts sur base individuelle se sont établis à 55 milliards,3, une évolution de 17%, donc plus 8 milliards sur une année, essentiellement réalisés sur les dépôts à vue, puisque les dépôts à vue ont progressé de 20% pour passer de 35 milliards 6 à 42 milliards 7. Alors que les comptes, on va dire les DAT, sont restés quasiment au même niveau avec 12,6 milliards. Tout cela a été fait dans un contexte où le secteur a fait plus 5,8%. Donc, nous avons fait 17,1%, évolué plus vite que le marché. Et donc, du coup, ça nous a permis de catcher quelques parts de marché de plus. Donc, on a gagné quelques 50 points de base sur les dépôts à vue. Tout cela s'inscrit dans une dynamique qui a démarré il y a quelques années. Donc, sur ce slide, on vous présente la rétrospective sur 5 dernières années. On remarque que les dépôts à vue, les dépôts à terme étaient de 29 milliards en 2017. Ils sont de 55 milliards à fin 2021, quasiment doublés sur 5 années. Donc, le taux de croissance annuel moyen de notre passif observé sur ces 5 dernières années est de 18%. Concernant les crédits clientèle consolidés, ils s'établissent à 74 milliards,4, donc une évolution de 18,1 sur une année glissante, essentiellement réalisée sur les principaux contributeurs, à savoir CH Bank, mais aussi SOFAC et aussi Omnia. Donc, vous voyez dans le premier graphe en haut à gauche, donc pour CH Bank, on passe de 47 milliards à 50,7 milliards. SOFAC, sur la partie jaune, passe de 7,2 milliards à 9 milliards 4, quasiment plus 2 milliards 2. Et Omnia aussi, qui passe de 3,3 milliards à 4,8 milliards, donc plus 1,5 milliard sur une année. Cette évolution a concerné beaucoup plus les crédits hors immobilier qui ont progressé de 28%, pour s'établir à 41,9 milliards, portant ainsi la part des crédits hors immobilier sur base consolidée à 56%, contre 43% pour les crédits immobiliers. Si on examine les réalisations sur base individuelle CH Bank, on remarque que l'évolution a été de 7,8%, plus 3,7 milliards sur une année glissante. Donc, une bonne dynamique depuis 2019, où on était à 41 milliards, on passe à 47 milliards, puis on passe à 51 milliards, où l'évolution, comme je viens de dire, a été réalisée beaucoup plus sur les crédits hors immobilier, plus 11,8%, alors que les crédits immobiliers ont progressé aussi de 4,8%. Cela a été fait dans un contexte sectoriel qui a fait plus 2,6% pour s'établir à 819 milliards. Donc, on a gagné 35 points de base en part de marché sur les crédits hors immobilier et 31 points de base sur les parts de marché des crédits immobiliers. Toujours la même chose, mais côté actif avec une rétrospective sur les 5 dernières années, on voit que sur l'histogramme en orange, on voit les emplois clientèle qui étaient de 34 milliards en 2017, ils sont passés à 51 milliards en 2021 avec un bon taux de croissance annuel moyen sur les 5 dernières années. Quelques chiffres qu'on a l'habitude de présenter avec vous en matière d'activité monétique et digitale, où la banque a consolidé sa position en étant le premier en termes de nombre actifs sur les transactions sur Internet, en tant que premier sur les cartes valides à l'international, avec une part de marché quasiment de 32%, mais aussi en étant quatrième en termes de stock de cartes émises sur la place au Maroc. Aussi, la banque se positionne en tant que premier sur le nombre de transactions NFC. On a aussi constaté plus 53% des transactions par rapport à 2020 pour tout ce qui est paiement TPE au Maroc. Et on est troisième en nombre de transactions paiement TPE au Maroc. L'activité digitale se renforce, se consolide davantage, avec quasiment 660 000 connexions par jour, plus 50% par rapport à 2020.
70 000 paiements de factures en ligne par jour, plus 38% par rapport à 2020. Et quasiment 57 000 virements en ligne par jour, plus 100%, quasiment doublé sur une année par rapport à 2020. Donc, je vous propose de passer au troisième point qui est l'arrêté des comptes consolidés, avec un périmètre de consolidation qui a connu quelques sorties avec la cession de nos parts dans Maroc Leasing, dans Maghreb Titrisation, mais aussi avec le rachat de Crédit Lo 4. Et donc, nous finissons l'année avec un total bilan qui s'établit à 106 milliards, plus 19% par rapport à décembre 2020, essentiellement réalisé dans l'activité banque et services financiers spécialisés. Donc, quand on examine l'actif et le passif, donc ils sont, comme on vous a présenté tout à l'heure, cette évolution est drainée par l'accroissement des emplois clientèle, plus 11,4 milliards, chez CH Bank, plus 7 milliards, chez Sofac, plus 2 milliards 2, et chez Omnia Bank, plus 1 milliard et demi. Et côté passif, la croissance des ressources clientèle chez CH Bank et chez Omnia. Cette évolution d'actifs a généré une marge nette d'intérêt qui s'établit à 2 milliards 276 millions, plus 22%, 400 millions de dirhams de plus, générés essentiellement chez CIH et chez Sofac, comme principaux contributeurs en matière de marge nette d'intérêt consolidée. Au niveau du PNB, nous avons une évolution de 12,6 pour le PNB s'établit à 3 milliards 106 contre 2 milliards 760, donc plus 346 millions de dirhams réalisés entre les trois principaux contributeurs, à savoir CH Bank, Sofac et Omnia. Je rappelle juste que notre CH Bank contribue à hauteur de 3/4 sur le PNB, Sofac à hauteur de 16% et Omnia à hauteur de 5%. Et que notre structure de PNB est essentiellement constituée de la IMINI à hauteur de 73%, des marges de commission à hauteur de 9% et des activités de marché à hauteur de 13%. Donc notre résultat fin d'année consolidé, résultat net part de groupe, s'établit à 603 millions de dirhams contre 81 millions de dirhams. L'année 2020 a été caractérisée par l'effet de la pandémie. C'est pour cela qu'on a rajouté l'année 2019 pour vous donner une évolution sur base normative. Et vous avez sur le slide à côté où nous avons l'essentiel provient des principaux contributeurs, à savoir CH Bank, Sofac, d'autres filiales telles que CH Courtage, notre captive en matière d'immobilier Rosn Nakhil, Ajar Invest, Credilog et Omnia Bank. Donc sur ce slide-là, on récapitule les principaux agrégats avec une marge nette d'intérêt qui évolue de 22%, ce qui a généré une évolution des produits nets bancaires de 12,6% pour s'établir à 3 milliards 106, des frais de gestion à hauteur de 1 milliard 717 plus 1,3%, ce qui nous donne un résultat brut d'exploitation qui progresse de 30% pour s'établir à 1 milliard 388 millions de dirhams, un coût du risque qui a baissé par rapport à l'année dernière. L'année dernière a été marquée par les impacts de la pandémie, donc un coût de risque qui était divisé par 2 pour s'établir à 456 millions de dirhams. Tout cela pour donner un résultat d'exploitation de 932 millions de dirhams contre 67 millions de dirhams l'année dernière et un résultat net consolidé de 622. Si on neutralise les intérêts minoritaires, on obtient 603 millions de dirhams, résultat net par deux groupes. Quelques chiffres, quelques indicateurs aussi sur le risque. Bon, un taux de CES qui s'améliore d'une année à une autre pour passer de 7,88% à 6,85% avec un taux de coût du risque, c'est-à-dire la dotation rapportée aux encours moyens de nos emplois clientèle pour s'établir à 59 points de base contre 151 une année auparavant. Les ratios de solvabilité s'établissent au niveau de CET1 à 8,44 contre 7,54, 9,90 contre 9,07 pour le Tier 1 et 14,53 contre 15,09 en T2. Je rappelle les limites réglementaires qui sont de 8% pour le CET1, 9% pour le Tier 1 et 12% pour le Tier 2. Le dernier point à l'ordre du jour de cette présentation, ce sont les comptes sociaux de la banque au 31 décembre 2021, avec un total bilan qui s'établit à 91 milliards
en évolution de 16% pour les éléments qu'on vous a expliqués tout à l'heure concernant l'évolution des emplois, mais aussi des ressources. Donc, nous donnons une marge nette d'intérêt qui s'établit à 1,737 milliard en progression de 21%, ce qui a donné une évolution de PNB de 11% pour s'établir à 2,506 milliards. Donc, une belle progression du PNB, avec des charges générales d'exploitation qui évoluent moins vite que notre PNB, avec 7,2% d'évolution pour s'établir à 1,333 milliard. Donc, un résultat brut d'exploitation de 1,172 milliard en évolution de quasiment de 16%, et un coût du risque qui baisse par rapport au niveau de l'année dernière pour s'établir à 371 millions de dirhams. Donc, un résultat avant impôt de 750 millions de dirhams, plus 61%, avec un résultat net de l'exercice de 466 559 000 dirhams. En évolution par rapport à l'année dernière, je rappelle l'année dernière, le résultat net était de 249 millions de dirhams. Quelques indicateurs de solvabilité de liquidité, mais cette fois-ci sur base individuelle de CH Bank. Donc un ratio de solvabilité Tier 1 qui s'établit à 10,64 pour le Tier 1, 8,99 pour le CET1 et 16,70 pour le Tier 2. Ce sont les mêmes avec les mêmes limites réglementaires qui sont de 8, 9 et 12. Un taux de CES qui baisse de 58 points de base pour s'établir à 6,40 contre 6,98. Et un coût du risque qui baisse de moins 1,22 à moins 0,56, 56 points de base de charge de risque, avec un LCR, le coefficient de liquidité qui s'établit à 222. Je rappelle juste que la limite réglementaire est de 100% à ce niveau-là. Donc, enfin, pour finir, un slide qu'on avait l'habitude de vous partager avec vous, avec le niveau de couverture de nos créances en souffrance, qui s'établit à 59,5%. Donc, c'est un chiffre qui paraît, quand on le compare par rapport au secteur, paraît un peu faible, un peu bas. Mais quand on examine à l'intérieur, c'est qu'on a beaucoup de créances qui sont garanties par des garanties physiques. Et donc, dans le graphe en bas, on vous présente les créances garanties par des hypothèques, par les agios réservés, provisions de déposits, qui sont de 60% taux de couverture. Créances non garanties par des hypothèques et par les provisions agios réservés, provisions déposits à 76%. Et quand on rajoute les garanties hypothécaires, valeur historique, nous sommes à une couverture de 162%. Et comme chaque année, on fait un stress test sur nos garanties hypothécaires tels qu'ils sont inscrits en cours historique. Et cette année-là, le taux de couverture est de 143%. Voilà, Président, pour la présentation des chiffres 31-12. Merci Younes. Donc, je pense, comme vous avez pu le constater, une année 2021 avec de très bonnes performances commerciales, des évolutions des dépôts et des crédits à deux chiffres, dans la lignée d'ailleurs de ce qui s'était passé les années précédentes. On franchit la barre du PNB en social de 2,5 milliards, ce qui est une barre quand même symbolique. Et le résultat net retrouve, j'ai envie de dire, un niveau normatif par rapport à 2019. Voilà, alors je pense que les équipes ont collationné les questions-réponses. Enfin, les questions, les réponses, c'est à nous de donner. Voilà, là je suis... Ok, très bien, je vais lire les questions comme ça. Alors, pensez-vous que la situation en Ukraine aura un impact direct ou indirect sur notre secteur bancaire, d'autant plus que le GPBM a été associé à une réunion de crise jeudi soir. Bon, je pense que la situation en Ukraine aura de toutes les façons des impacts partout. Mais spécifiquement sur le secteur bancaire, je ne pense pas en tous les cas, je parle du CIH, directement, je ne pense pas qu'il y ait des impacts directs. Maintenant, de façon indirecte, cette situation a accéléré, parce qu'on l'observait un peu avant même le déclenchement des hostilités en Ukraine, a accéléré, je dirais, une flambée des prix des matières premières qui bien entendu, aura un impact sur notre économie. Sur deux plans, évidemment, l'augmentation des prix des matières premières, mais aussi la disponibilité de la matière première et même, je dirais, des produits de manière générale. Je sais que
l'approvisionnement est parfois compliqué à assurer, non pas parce que les moyens ne sont pas là, mais c'est parce que la matière n'est pas là. Donc, alors, ça induit probablement, parce que j'ai vu qu'il y avait une, une question sur l'inflation, alors ça aura un impact sur l'inflation. Comment, sincèrement, je ne pense pas que quelqu'un puisse aujourd'hui prévoir quel sera l'impact de façon précise sur notre inflation. Ce qui est important, c'est que notre économie jusqu'à présent était résiliente. Ce qui est important, c'est qu'on ait confiance en notre économie et que nos investissements continuent et bien sûr que notre système bancaire, qui a toujours été résilient, accompagne ses clients. On le sent justement dans cet accompagnement. Souvent, aujourd'hui, nous sommes sollicités par nos clients pour augmenter les lignes, notamment sur l'import, pour au moins passer cette phase particulière, parce que vous prenez le prix du blé qui a doublé, le prix du pétrole qui frise les $130. Donc, bien évidemment, les imports, les lignes, parfois se retrouvent complètement saturées. Et donc, justement, on accompagne les clients en mettant parfois des autorisations provisoires qui permettent justement de passer cette flambée des prix. Voilà. Alors, est-ce que votre coût du risque est à son niveau normatif ou va-t-il encore baisser les années prochaines? Bon, le taux du coût du risque à fin 2021, je crois qu'il est un peu moins de 0,6. Bon, c'est un coût de risque, j'ai envie de dire, normatif, qui peut être entre 0,4 et 0,7 en fonction des années, mais voilà, oui, 0,6 me paraît un coût de risque normatif, tout à fait. Comment devrait se présenter l'évolution du coût du risque? Attendez, pardon. Comment devrait se présenter l'évolution du coût du risque cette année, notamment en termes de taux? J'ai pas compris la question. En termes de taux de coût de risque, c'est ça? Oui, c'était la question. Bon, je pense que c'est la même chose, hein. Coût du risque normatif 0,6, donc a priori 2022 devrait s'inscrire dans cette logique. Alors, comment s'est comporté votre portefeuille de crédit hôtelier cette année et quelle est votre exposition du secteur? Alors, c'est vrai que le secteur hôtelier est un secteur qui a été durement frappé par cette crise sanitaire. Je crois que c'est l'un des secteurs qui a été le plus touché. Maintenant, il a bénéficié des mesures d'accompagnement que l'État a mis en place et il a bénéficié également de la dernière mesure qui concerne les intérêts moratoires qui est en cours de mise en œuvre. Alors, notre exposition au secteur, elle est un peu, entre 1,5 milliard et 2 milliards, dont 50% sont des hôtels en développement. Donc, c'est une particularité. Donc, ce qui veut dire que s'ils sont en développement, il n'y a pas encore d'impact, j'ai envie de dire. Alhamdoulilah, là, on sent qu'il y a une reprise depuis quelques mois. Et donc, ces hôtels en développement, j'ai presque envie de dire, ils vont être lancés au moment où la reprise sera là. Pour la partie, j'ai envie de dire un peu moins de 50%, qui étaient des hôtels en exploitation, ils ont bénéficié des mesures d'accompagnement. Elles ont toutes ces unités ont résisté. Et donc nous les soutenons. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place le rééchelonnement avec les intérêts moratoires pris en charge par l'État. Donc pas de voyants rouges. Ceci étant, vous l'avez bien vu, depuis 2019 et 2020, nous avons fait un gros travail d'anticipation de crise et nous avons constitué un matelas de provision qui nous permet de faire face au cas où on est amené à approvisionner de façon particulière telle ou telle unité. Donc j'ai envie de dire, avec ce que nous avons constitué entre 2019 et 2020, nous sommes aujourd'hui bien baqués. Qu'est-ce qui explique la croissance à 2 chiffres de vos crédits dépôts? Cette dynamique ne risque-t-elle pas d'impacter négativement le coût du risque de la banque sur le long terme? Bon, ce qui explique, c'est, je crois, le choix de notre stratégie claire. Stratégie qui est claire, qui est basée sur la proximité du client, qui est basée sur une stratégie digitale claire et innovante.
Une volonté de diversifier nos risques, clairement, donc pas uniquement sur l'immobilier ou l'hôtellerie, donc une vraie diversification. Un dynamisme commercial qui est là, donc je pense. Alors cette dynamique ne risque pas d'impacter négativement le coût du risque de la banque. Au contraire, s'il s'agit de dépôts, pour nous, aujourd'hui, le CIH a, par le passé, toujours eu des sujets d'ALM à gérer. Aujourd'hui, tous ces sujets-là sont derrière nous. On a un bilan qui est très bien équilibré. On a des taux de transformation qui commencent à être en dessous de 100%. Donc, non. Pour les crédits, nous sommes très prudents dans nos expositions. Même si nous diversifions, comme je disais, nos risques, nous sommes très prudents et on est plutôt sur de la GE, très bonne signature. Et progressivement, nous allons vers la PME et sur la TPE, mais progressivement, voilà. Avez-vous constaté en 2021 des provisions relatives aux dations en paiement? Si oui, quel montant comptez-vous le faire en 2022? Au lieu de parler de dations en paiement, nous gérons ce que nous appelons le PHE, c'est-à-dire portefeuille d'actifs hors exploitation. Donc, effectivement, ces actifs sont issus soit de dations en paiement, soit de rémérés qui ont été débouclés par des dations en paiement. En fait, ce portefeuille est géré de façon dynamique et tous les ans, il fait l'objet d'une réévaluation ou d'une expertise de l'ensemble des biens. Alors avec des critères bien entendu, puisqu'en fonction de la valeur des biens, l'expertise est faite de façon annuelle avec 2-3 experts et on compare ça bien sûr aux valeurs en bilan. Pour des valeurs qui sont petites, on le fait sur 2-3 ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que notre portefeuille PHE est constamment, je dirais, sur le marché et sa valeur est constamment la plus proche du marché. Donc aujourd'hui, cette année, je pense qu'on a un petit montant qui a été mis en place, mais rien de c'est presque on fait des fluctuations de marché. Donc rien de particulier. Je ne sais pas le montant qu'elle est. Quarantaine de millions. Ouais, une quarantaine de millions. Donc rien sur un portefeuille qui dépasse le milliard et quelques. Voilà, rien de. Donc ce qui est important, c'est que ce qui est dans notre bilan reflète bien la situation du marché. Et ça, c'est fait de façon systématique annuellement. Où en est le projet de création d'un pôle financier public par l'État? Ça serait prétentieux de ma part de donner une réponse là-dessus, mais je pense qu'il faut poser la question aux gens qui sont concernés. En tous les cas, pour nous, nous sommes intégrés dans aucun groupe de travail qui fait ça. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion la dernière fois d'en dire un mot, mais rien ne se passe. Voilà. À combien s'établit le montant du closing de l'opération Maroc Leasing et Banque Titrisation? Un peu moins de 500 millions, c'est ça? Un peu moins de 500 millions de dirhams. Alors, je rappelle que cette opération a été menée pour 2 bonnes raisons. D'abord, nous étions dans ces structures pour faire du leasing et pour offrir à notre clientèle, des produits de leasing et à accompagner en termes de structuration, notamment de titrisation, nos clients qui souhaitent titrer leurs actifs ou la banque elle-même d'ailleurs, à travers Maghreb Titrisation. En fait, nous avons, et dans ces structures-là, nous étions avec des partenaires. Aujourd'hui, le CIH a des structures qui traitent exactement les mêmes activités, mais où il est majoritaire et seul. Donc aujourd'hui, nous avons une structure donc, de titrisation où nous sommes avec majoritaire, voilà. Et nous avons une structure qui est SOFAC, qui traite non seulement du crédit à la conso, mais également du leasing, puisque nous avons demandé l'extension de la licence de SOFAC à Banque al-Maghreb pour qu'elle puisse faire du leasing, et cette extension de licence nous a été accordée. Donc à partir de là, nous revenons avec nos propres produits sur notre marché pour proposer à notre clientèle des produits de leasing pour nous. Voilà. Donc faut voir dans cette opération que c'est une prise, je dirais, de position de notre part sur ces marchés-là. L'autre phénomène important, évidemment, c'est que ça libère des fonds propres pour quasiment 500 millions de dirhams, ce qui n'est pas négligeable. Quels devraient être les drivers de l'évolution du PNB en 2022?
Bah, en fait, si vous regardez les drivers en 2021, ça va être les mêmes en 2022, puisque vous verrez que la MNI évolue à deux chiffres, mais pas que la MNI, mais également le PNB, enfin les commissions plus exactement. Donc le volet commission également évolue de façon très très forte. Nous sommes dans une dynamique de conquête qui est importante de la clientèle, que ce soit des particuliers ou de l'entreprise. Donc nous estimons que c'est le moment où il faut faire de l'évolution de PNB, puisque c'est grâce à cette évolution de PNB que nous augmentons la résilience de la banque. Ce n'est pas le moment de se recroqueviller sur soi-même. Voilà. Quid de l'entrée en vigueur de la circulaire 19G? En fait, nous n'avons pas encore de date, mais ce qui est important, c'est que les impacts éventuels de la mise en place de cette circulaire 19G ont été évalués, d'accord, et sont en grande partie provisionnés dans nos comptes. Voilà. Donc, peut-être que ça sera en 2023, mais c'est un sujet de Banque Maghreb. C'est à Banque Maghreb de nous dire quand est-ce qu'elle souhaite mettre en place cette circulaire. Probablement, mais je suppose qu'il y aura un sujet sur une phase transitoire, donc pour qu'elle puisse se mettre comme d'habitude d'ailleurs. Et probablement sur la façon aussi de comptabiliser ces impacts, est-ce qu'on les comptabilise en résultat ou pas. Donc il y a des sujets qui sont en train d'être traités. Je pense qu'une fois qu'ils sont complètement stabilisés, on aura une visibilité sur la date de mise en œuvre. Quel devrait être l'impact de l'autorisation des obligations sécurisées sur le secteur bancaire? Devrait-elle contribuer au renforcement du ratio de solvabilité globale? Qu'en est-il du Tier 1? Alors, les obligations sécurisées, le CIH a pendant longtemps milité, notamment dans les années 2010-2015, pour qu'effectivement on puisse sortir la loi qui permette d'émettre des obligations sécurisées. Dans le principe, en fait, c'est pas de la titrisation, puisque au lieu de sortir les actifs du bilan et les titriser et les vendre à des investisseurs, là on met des obligations, donc on augmente le bilan de la banque. Et en face de ces obligations, en fait, on a des créances qui sont rattachées directement à ces obligations, une sorte de garantie, j'ai envie de dire, d'accord. Et c'est pour ça qu'on parle de sécuriser. Et bien entendu, ces actifs qui garantissent ces obligations sont gérés dans une dynamique avec des critères de qualité, c'est-à-dire s'il y a une dégradation du portefeuille de ces actifs, bah, il y a un remplacement qui est fait par la production nouvelle. Bon, c'est juste pour introduire le sujet. Donc, on a été très intéressés au départ parce que ça nous contrairement à la titrisation qui appauvrissait quelque part le bilan de la banque, on était intéressé effectivement par l'émission des obligations sécurisées. Alors, l'autre inconvénient, enfin, ça c'est l'avantage, j'ai envie de dire, des obligations sécurisées, c'est de ne pas appauvrir le bilan. Mais l'inconvénient des obligations sécurisées, c'est que elles ne touchent pas, a priori, elles ne viennent pas diminuer la pression sur les fonds propres, puisque les actifs demeurent en tous les cas en social. Alors en consolidé, oui, c'est vrai que s'ils ne sont pas des consolidants, la pression demeure. Mais si on fait des choses déconsolidantes, en tous les cas en social, la pression sur les fonds propres demeure. Donc moi j'ai envie de dire, est-ce qu'elle devrait contribuer au renforcement du ratio de solvabilité globale? Pas vraiment. L'objet n'est pas vraiment de faire ça. Mais voilà. Alors, qu'en est-il du Tier 1? Le Tier 1 du CIH, je pense qu'on l'a donné. Tu peux me donner le chiffre? Sur base sociale, il est de 10,64. 10,64 base sociale et consolidée. Et sur la base consolidée, il est de 9,90. 9,90. 9,90 avec, en fait, nous avons tout un programme qui a été validé en conseil et qui est celui de renforcer justement notre Tier 1. Donc nous avons tout un programme de sortie sur le marché qu'on aura l'occasion de présenter et probablement d'en parler avec vous. Alors que pensez-vous du
Projet de création d'un marché secondaire pour les CES par Banque Maghreb. Selon vous, ce projet devrait-il voir le jour cette année? Quels seraient les impacts sur le secteur bancaire? Bah, c'est une excellente chose. Moi, je pense que c'est une excellente chose qu'on puisse créer ce marché secondaire. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont venus présenter des choses à Banque Maghreb. Franchement, nous n'avons pas de visibilité sur la planification. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet de dynamiser aujourd'hui tout un stock de créances qui, a priori, sont couvertes à 100% et qui pourraient donc libérer les bilans, puisque c'est important. Selon vous, comment les années de sécheresse impactent l'activité du secteur bancaire au Maroc? Bon, pour le CH Bank, nous sommes faiblement, j'ai envie de dire, exposés à la problématique agricole. Mais bien entendu, une année de sécheresse n'a pas uniquement des conséquences directes, mais aussi des conséquences indirectes. Pour nous, j'ai envie de dire que on a un impact qui est minime sur ça, bien sûr. Donc, très peu d'exposition pour nous. Quelle appréciation faites-vous des mesures prises par le gouvernement hier pour renforcer l'appui? C'est une très très bonne chose. Je pense que le fait de pouvoir étaler sur 3 ans est une bonne chose. Il faut laisser... Autant l'installation de la crise se fait de façon brutale, et ça il faut qu'on en soit conscient. Autant la relance, et on sent que là il y a une relance, même si elle doit être rapide, et c'est important qu'elle soit rapide, elle prend quand même beaucoup plus de temps que l'installation de la crise. Donc il faut laisser le temps aux entreprises, je dirais, de reconstituer leur liquidité. Bon. Alors vient la crise ukrainienne qui certes a tué la crise du Covid, mais j'espère que cette crise ukrainienne ne va pas durer trop longtemps. Quel bilan faites-vous de la nouvelle version des ouvertures de compte à distance? Très très bon bilan, excellent bilan. Pour nous c'est la voie naturelle, c'est l'évolution naturelle des choses. C'est la banque de demain dès aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours promis, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a pratiquement 35% de notre conquête qui se fait sur des comptes à distance, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Donc, bien entendu, elle concerne à 99% la clientèle des particuliers. Jusqu'à quel degré le Takaful lancé aujourd'hui peut-il booster l'activité d'Omnia Bank par rapport aux autres banques participatives disposant dans leur réseau de compagnies dédiées au Takaful? Tout simplement, cela ne risque-t-il pas des avantages par rapport aux autres banques participatives? Alors, le Takaful d'abord vient protéger les actifs de Omnia, puisque le Takaful va répondre au premier besoin de couverture du risque de décès sur les opérations de Murabaha immobilière. Et aujourd'hui, on est à un encours de quasiment 4 milliards, c'est ça? 4 milliards dans Omnia Bank, qui constitue pratiquement 25% de part de marché, avec un risque de décès. Donc ce risque de décès-là, aujourd'hui, il va être couvert par le Takaful. Donc ça veut dire pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, évidemment, le Takaful ne va pas se concerner uniquement ça. Il va effectivement permettre de générer des commissions supplémentaires pour Omnia Bank, et ça, là aussi, c'est une bonne chose. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, nous avons Omnia Bank est filiale de CH Bank, et CH Bank sera présent dans le Takaful. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et donc, il n'y a aucun désavantage. Omnia Bank sera à travers le CH présent dans le Takaful. Voilà. Pour Omnia Bank, le CH cherche-t-il des partenaires pour monter un dossier d'agrément Takaful? Ah, bon ben voilà, vous avez répondu. J'ai répondu à votre question. Oui, on sera présent. À quel horizon la contribution d'Omnia Bank dans le PNB de la banque devrait dépasser celle de Sofac? Pourquoi vous comparez? Bon, si vous voulez, mais je ne vois pas pourquoi vous comparez Omnia Bank à Sofac. Mais bon. Au vu de l'importance des investissements étant engagés pour le développement. Ce que je peux dire, c'est que, pour la comparaison de Sofac, je ne vois pas. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, ce n'est pas les mêmes métiers. Sofac est une société de financement. Omnia Bank est une banque.
Installer une banque, ce n'est pas installer une société de financement. D'accord. SOFAC est un organisme de financement, j'ai envie de dire, quasiment monoproduit. Même si aujourd'hui nous avons fait des extensions pour aller sur du leasing, Omnia Bank est une banque multiproduit. Omnia Bank gère des comptes, gère de la clientèle, gère des moyens de paiement, c'est une banque de plein exercice. Donc on peut pas comparer, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux. Oui, les investissements évidemment pour installer une banque ne sont pas les mêmes que ceux pour installer une société de financement, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que le break-even de Omnia Bank est attendu pour 2024, 2024-2025. Voilà. Alors, les chiffres dévoilés en forte croissance, cela est-il dû à un effet de rattrapage par rapport à 2020, année de crise, ou est-ce de la normale? Si vous parlez des chiffres commerciaux, non. Parce que même 2020, on a fait une belle performance sur les ressources, une évolution de chiffres, et sur les emplois, je crois, en 2020. Donc non, il n'y a pas d'effet de rattrapage. Il n'y a pas d'effet de rattrapage. Sur le résultat, oui, bon, sur le résultat, effectivement, parce qu'il y avait la composante coût du risque qui est venue obérer le résultat de 2020. Et surtout 2020. Donc non, il n'y a pas... Voilà. Avec la perte de pouvoir d'achat des ménages, les difficultés logistiques que rencontrent les entreprises et l'inflation en hausse, attendez-vous une hausse des impayés des ménages et ou des entreprises en 2020? On est vigilant sur ce point. On observe le comportement de notre portefeuille. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à fin février, le comportement de notre coût du risque en 2022 est meilleur qu'en 2021. Donc, mais on est vigilant. On est vigilant parce qu'il y a certainement un effet de latence qu'on observe et qu'on attend. Voilà. Comment anticipez-vous les hausses probables des taux monétaires suite aux annonces de la Fed et de la Banque Centrale Européenne? Quelle est la stratégie pour répondre aux changements en lien avec les dations de paiement relatives? Ah, c'est pas la même question, d'accord. Comment anticipez-vous les hausses probables? Votre question comporte déjà un diagnostic et des hypothèses. Hausses probables, je ne sais pas s'il y aura des hausses probables des taux monétaires. Ça c'est celui qui a posé la question qui le dit. Moi j'ai plusieurs théories que me sortent les spécialistes. Il y en a certains qui me disent non, les taux vont encore baisser. Oui. Et d'autres qui disent non, ils vont rester stables. Et j'avoue que peu disent que les taux vont monter. Bon, le cas de notre pays n'est pas celui de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne. Nous ne sommes pas une économie qui a une monnaie comme le dollar ou l'euro, bien évidemment. Donc, si je devais écouter les spécialistes de tout ça, il n'y a pas de hausse probable. Hein. On n'est pas dans une logique de hausse. Au contraire, on est dans une logique de stabilité plutôt. Donc, l'anticipation, elle est celle-là. Quelle est la stratégie de la banque CIH pour répondre aux changements en lien avec les dations de paiement relatifs aux biens? Pour répondre aux changements en lien avec les dations. J'ai pas compris la question. Bon. Sur quoi les banques se sont-elles engagées lors de la réunion de ce jeudi au ministère des Finances? Quelles sont les entreprises qui pourront bénéficier du rééchelonnement et à quelles conditions? En fait, il y a un travail qui est en cours pour préciser tout ça et au moment opportun, il y aura probablement une communication qui sera faite de façon concertée par toutes les banques sur ce sujet-là. Quel est le nombre des clients CH et le nombre de recrutements en clientèle en 2021? 1,7 million 500 000 500 000, voilà. Vous affichez de bons chiffres sur la monétique. Est-ce que les effets sur les commissions sont au rendez-vous? Oui. Voilà, la réponse est claire. Le rythme d'ouverture des nouvelles agences est en nette baisse sur les dernières années, avec une forte poussée du digital. Considérez-vous que CH Bank dispose désormais d'un réseau physique suffisant, ou bien les ouvertures sont-elles appelées à reprendre? Vous êtes d'accord. Alors, vous avez raison, effectivement, il y a une baisse. Il y a une baisse, mais probablement due aussi à l'effet de la crise sanitaire, parce que c'est pas... Voilà. Parce que, enfin, du point de vue opérationnel, hein, je veux dire, ouvrir une agence, il faut des entreprises. Si les entreprises ne sont pas là, vous ne pouvez pas, etc. Donc, mais la volonté de CH n'est pas de baisser le rythme. Hein, donc, on voudrait rester au même rythme normatif que nous avons connu jusqu'à présent. Est-ce qu'on considère que le CH a aujourd'hui la taille et l'envergure? Il manque peut-être un petit chouïa, mais déjà on est à 313 agences.
Le chiffre de 350-400 ne nous choque pas. On estime que vu la taille de notre marché, on devrait plutôt être dans ces chiffres-là. Donc maintenant, il faut le faire au bon rythme. Voilà. Vous êtes à un taux de transformation le plus élevé du secteur, une augmentation de capital pour financer. Elle est à l'étude. Elle est à l'étude. Qu'en est-il de la directive 5W21 relative aux risques climatiques? Êtes-vous engagé dans cette nouvelle dynamique? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes engagés. Aujourd'hui, nous sommes engagés. Nous sommes organisés pour. Les analyses sont en cours et ça sera intégré dans nos process de façon progressive et de façon certaine. Voilà. Quelle est la stratégie du recrutement de CIH et d'accompagnement de l'insertion des jeunes? Quid du plan de transformation du modèle de distribution? Bon, avec Code 30, nous sommes dans une logique de recrutement des jeunes qui est forte. Mais la question, je pense qu'elle intéresse beaucoup plus les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons pris notre part de marché dans le cadre du programme Intelaka. Et nous avons mis en place une trentaine de centres d'accueil qui pour accompagner justement l'insertion professionnelle des jeunes. Moi, j'ai envie de dire l'entrepreneuriat des jeunes. Et le principe, bien sûr, de cet accompagnement, il repose aussi sur des partenariats que nous avons noués avec un certain nombre de structures d'accompagnement associatif, avec les CRI, mais aussi avec les structures d'incubation. Donc tout cela est en cours de mise en place. Donc c'est une stratégie qui est volontariste sur cela, d'autant plus que aujourd'hui 50% de la clientèle du CIH a moins de 40 ans. Donc on est tout à fait, je dirais, aligné sur ça et il faut que nous ayons cette offre-là, bien sûr. Quid du plan de transformation du modèle de distribution? Le modèle il suit son cours. La transformation du modèle de distribution, elle suit son cours. On a fait une réorganisation en 2021 de notre réseau de manière générale. Nous avons instauré des notions de groupe qui permettent d'avoir une proximité de management qui est plus importante. Nous avons défini des modèles, de nos modèles d'agences, les agences que nous appelons citadines et les agences de proximité. Aujourd'hui, nous avons 5 ou 6 agences citadines qui sont déjà déployées. Nous avons mis en place nos espaces LSB. Là aussi, nous avons un certain nombre d'espaces LSB. On a mis en place nos automates de dépôt. Donc, c'est un chantier, j'ai presque envie de dire, perpétuel qui continue. Même le process de vente est en cours de refonte. Probablement qu'il y aura beaucoup de nouveautés là-dessus. On le voit bien avec la conquête sur l'ouverture des comptes. En ligne, on est à 35% et notre ambition, bien sûr, est bien au-delà de ce chiffre-là. Voilà, je crois que c'était la dernière question. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre participation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.